Bonjour Patrice Lecomte. Bonjour. Vous avez fait tourner les plus grands, les Delon, les Belmondo, les Bronzés, tout ce qu'on veut, les ridicules, les Monsieur Hir. Votre filmographie est absolument incroyable. Vous avez fait des BD et vous faites des romans. On va parler de Monsieur Bouboule. Alors c'est quoi? C'est une histoire qui vous est venue comme ça d'un personnage qui ressemble plutôt à un éléphant qu'à une libellule, quoi. Hein. Oui, en effet, il est plus cachalot éléphant que libellule, ça c'est loin qu'on puisse dire. Mais il se trouve que ce personnage, Monsieur Bouboule, je l'ai pas rencontré lui personnellement, mais j'en ai rencontré plein des Monsieur Bouboule. C'est-à-dire des gens qui sont gros, très gros, et qui souffrent d'être gros parce qu'on ne s'en rend pas compte, ou en tout cas on n'y prête pas grande attention parce qu'on dit toujours que les gros c'est des bons gros rigolos, etc. Mais être gros, être très très gros, c'est une calamité, quoi. Ouais, et je n'ai aucune envie de me moquer des gros, au contraire. Vous vous moquez pas, c'est très tendre. Bien sûr. Parce qu'au fond, alors il travaille au fisc, et alors c'est terrible parce qu'il dit, il veut pas se peser parce qu'il casse les bascules. Oui. Hein, mais c'est surtout qu'il dit que s'il prend 4 kilos de plus, il va se foutre en l'air. Oui, parce qu'il pèse au début, au moment où le narrateur, c'est-à-dire moi-même, au début où je rencontre Monsieur Bouboule et où on sympathise, et où ce mec, je le trouve extrêmement attachant, parce que malheureux, bien sûr, joyeux et malheureux à la fois. Au début, quand je le rencontre, il pèse 177 kilos, ce qui commence à faire pas mal. Et il a décidé que s'il devait peser un jour 180 kilos, il enjamberait le balcon. Donc dans 3 kilos, je vais perdre mon meilleur copain. Ouais. Ouais. Et c'est pas gai. Non. Mais alors, quand c'est raconté comme ça, c'est carrément sinistre. Mais ce que j'ai voulu faire, c'est ce que j'ai fait, je crois, c'est un livre très léger sur un homme très très lourd. Ouais. C'est léger parce que moi je peux pas, il faut qu'il y ait de l'humour, il faut qu'il y ait de la fantaisie, il faut qu'il y ait du décalage, des trucs inattendus, et pas d'apitoiement, parce que si on commence à s'apitoyer, c'est foutu. Et même si l'enjeu de la vie de ce Monsieur Bouboule est assez sombre, terrible, quoi. Malgré tout, j'ai essayé de faire rire et des gens qui ont aimé ce livre m'ont dit c'était merveilleux parce qu'on était tout le temps entre le rire et les larmes. Et moi, je cours que après ça. Ouais. D'essayer de trouver cette espèce d'équilibre de funambule, ouais. de faire rire et d'émouvoir à la même seconde. C'est vrai, ça vous ressent, parce qu'on voit d'ailleurs sur la couverture, le dessin est très beau. On a l'impression que ce Monsieur Bouboule, il est presque léger, parce qu'au fond, il aimerait s'envoler quelque part. C'est dessiné par un ami à moi qui est un des plus grands dessinateurs que je connaisse, qui s'appelle Blutch, et qui est un génie, quoi, du dessin. Là, c'est un tout petit dessin de rien du tout, mais même de rien du tout, c'est un dessin génial. Et je lui ai simplement dit, parce qu'il n'avait pas lu le texte, quand je lui ai dit « Tu voudrais pas me faire la couverture de mon nouveau roman ?» Et il m'a dit « Oui, bien sûr, c'est quoi ?» Et je lui ai dit « Écoute, décide-moi un homme qui soit un bulldozer, mais léger comme une libellule. » Et il a fait ça. Ouais. Et c'est parfait. Ouais. Ouais. Et quand vous disiez, Patrice, c'est vrai, ça ressemble à votre univers. On pense à Tandem, par exemple, des personnages cassés, des personnages attendrissants quelque part, qui sont toujours au bord du précipice. Oui, c'est-à-dire que si on est... je vous remercie de me dire ça, parce que c'est vrai que c'est après ça que je cours tout le temps. D'être à la frontière, à cette frontière fragile de l'émotion et du rire. Parce que si on est que dans l'émotion, on entre dans une espèce de pathos, on est dans la plainte, dans la Jérém, qu'est-ce que je sais, puis on convoque les violons, puis tout le monde chiale. Mais ça m'intéresse pas vraiment. Si on est que dans la gaudriole et la fantaisie, c'est aussi... Mais si on arrive à mélanger les deux, quoi, c'est formidable. Vous savez, quand vous mettez dans un récipient de l'eau et de l'huile, si vous laissez tranquille, ça ne se mélange pas. Et moi, j'adore mélanger. Ouais. Ça dure ce que ça dure, mais vous voyez l'huile qui essaye de se mélanger avec l'eau, c'est pas commode, mais ça finit par marcher. J'aime beaucoup cette idée. Oui, parce qu'on va dire de vous, vous avez mélangé les genres, vous avez touché, alors bien, on va parler de Maigret, parce que votre prochain film, c'est un Maigret avec Gérard Depardieu. Vous aimez aller dans des styles comédie un peu l'italienne, un peu dans des genres tout à fait différents, mais en même temps, on sent votre patte. Il y a la patte Patrice Lecomte derrière. La patte de Patte. Oui. Oh, c'est bien, j'adore. Mais, enfin, je ne sais pas s'il y a une patte, comme vous dites, ça me touche, ça me flatte, évidemment, mais si on faisait un test à l'aveugle, vous savez, vous faites entrer les gens dans une salle de cinéma, ils ne savent pas ce qu'ils vont voir, vous coupez le générique de début, je pense que si c'est un Fellini, on reconnaît Fellini, si c'est Bergman, on reconnaît Bergman, et quelques rares cinéastes, mais moi, avec les choses tellement différentes que j'ai faites, il n'y a pas de style. Si on me demande quel est le point commun de tous mes films, je n'en sais rien. C'est vous le point commun. Oui, c'est vous quand même. Oui.
derrière. j'espère. C'est vous, parce que je dis, bon, là, on va vous parler du dessin. Vous avez commencé, c'est pas tellement connu, par la bande dessinée, avec les gars de Flûte Gassal, Pilote, Gottlieb. Ah ouais, j'étais à Pilote, oui. Alors, je suis pas, je rétablis un tout petit peu la vérité, j'ai tout fait, je rêvais de faire des films depuis toujours. Déjà, au moment de l'échographie, je disais moteur. et au moment du cordon, j'ai dit couper. Oui. Ce qui est normal. Et non, mais je rêvais de cinéma depuis toujours. Il y a eu une parenthèse très enchantée qui a été la bande dessinée, parce que j'ai fait la connaissance de Gottlieb, j'étais lecteur de Pilote. Oui. Goscinny me dit venez travailler au journal Jeune Homme. Donc j'ai fait. Oui. Je suis monté à Paris, j'ai fait une école de cinéma, j'ai rien appris, et j'ai fait de la bande dessinée pendant 5 ans. En effet, mais je m'étais toujours dit, le jour où je signe mon premier contrat de long métrage, j'arrête de dessiner. Et j'ai arrêté la bande dessinée quand j'ai fait ce premier film. Chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre absolu. Le titre déjà. Les WC étaient fermés de l'intérieur. C'est un titre formidable, quoi. C'est-à-dire que c'est quand même mieux que Citizen Kane. Non, je plaisante. Mais avec le dessin absolument génial, on reconnaît évidemment Coluche et Jean Rochefort. Alors, rappelle, Coluche dit OK pour tourner ce film, alors qu'il n'est pas connu, et puis il devient star entre-temps, il maintient, il dit non, je ferai le film. Oui, mais il y a des gens comme ça, il y a des gens qui sont fidèles à la promesse ou à la parole à la promesse qu'ils font. C'est-à-dire, effectivement, moi j'aimais beaucoup Coluche, j'allais voir ses spectacles. On avait sympathisé, on s'entendait bien. J'avais fait un scénario, il connaissait Gottlieb, ça l'amusait. Il disait, si tu arrives à monter ton film, Patrice, moi je suis avec toi. Et effectivement, Paul Lederman a fait de Coluche une énorme vedette musicale, Olympia, etc. Tout le monde a voulu faire des films avec Coluche, puisque tout le monde va au secours du succès. Et ce qui est légitime aussi. Hein. Et Coluche, il a été parfait, quoi, parce qu'il a dit non, mais il y a un mec qui est venu me trouver quand je ne l'ai pas connu, c'est Patrice, le comte, et donc je vais faire d'abord son film, après on verra. Ouais. Il a tenu parole, il a été parfait. C'est excellent. Mais alors, une autre histoire, c'est avec Jean Rochefort. Pendant le tournage, il veut vous dégager. Alors, vous étiez débutant. Il dit non, ça va pas. Il voulait continuer la réalisation à votre place. Oui, c'est exact. Oui, mais sur ce premier film, j'ai souffert, mais c'était un stage accéléré parce que j'ai appris beaucoup. J'étais un débutant, mais j'avais fait déjà un certain nombre de courts-métrages, donc j'étais pas. Et Rochefort, pour des raisons très mystérieuses, dont on n'a jamais parlé ensuite, lui et moi, ensemble. Il a pensé que j'étais un nulard complet, alors que je trouve que non. Oui, mais vous l'étiez pas. Non, j'étais pas. J'avais préparé mon affaire, le découpage, les trucs, les machins. Enfin, je savais ce que je faisais, je savais ce que j'avais à faire. J'ai fait des erreurs aussi, bien sûr, des hésitations, des manquements. Enfin, je sais pas quoi. Enfin, je pense être moins maladroit aujourd'hui qu'en 1975. 75, si vous vous rendez compte. Mais Rochefort il était anéanti d'avoir signé ce film. Oui. Après, vous allez tourner Le mari de la coiffeuse, vous allez tourner Tandem, vous allez faire plein de films avec lui, absolument exceptionnels. Ce qui est marrant, c'est que le premier film s'est passé dans des conditions catastrophiques, quoi. Et je ne suis pas maso du tout. Mais j'ai quand même fait, après, 6 films avec Jean Rochefort. Donc je lui en... Enfin... J'ai fait autant de films avec Jean, d'abord parce que c'est un grand acteur. Enfin, c'était un grand acteur, et c'est un peu triste d'en parler à l'imparfait, mais bon, c'était un grand acteur. Et puis, je pense que confusément, j'avais vraiment envie de lui prouver qu'il s'était trompé sur mon compte et que j'étais un type formidable. Ouais. Bravo, vous avez réussi, hein. Vous avez réussi, Patrice. Alors, là, il y a une BD, ça s'appelle Le Comte fait son cinéma, c'est signé Nicobi et Joubs. Alors, c'est formidable de pouvoir, vous, le foot BD qui avait commencé avec ça, d'être croqué dans votre vie, parce qu'il raconte justement tout ce qu'on est en train de se dire. Il le raconte en bande dessinée. C'est ça qui est très drôle, c'est que j'ai l'impression d'être dans la rose pourpre du Caire de Woody Allen, c'est-à-dire d'entrer dans l'écran. C'est-à-dire là, je deviens héros. Enfin, héros, je me comprends, je deviens personnage de bande dessinée. C'est ces 2 mecs, là, Nico et Joubs, ils sont venus me trouver il y a 3 ans, je crois, ça a duré longtemps. Ils sont venus me trouver et ils me disent, voilà, on adore vos films, on voudrait faire une BD sur vous. Je dis, comment ça, sur moi? Oui, on va vous suivre un peu partout, et puis c'est des rencontres, vous allez nous raconter des anecdotes. Je ne voyais absolument pas ce qu'ils voulaient faire, où ils voulaient aller, mais je préfère faire confiance que faire méfiance, donc j'aurais dit, écoutez, d'accord. Et donc ils m'ont suivi comme
pas de petits chiens, ce serait pas aimable. Enfin, ils m'ont su. Je leur disais, la semaine prochaine, je fais une émission dans telle radio. Ah oui, ça nous intéresse, on vient. Alors, ils viennent, ils vous voient, d'ailleurs, ils voient qu'on vous dit « Alors, encore une comédie, Patrice Lecomte, est-ce que vous ne pensez pas faire autre chose ?» Alors que vous faites bien autre chose. Oui, ils voient bien, ils constatent un peu comment... Mais ils ont été marrants parce qu'ils m'ont suivi. Il y avait Nico B qui prenait un peu des croquis. Il y avait Joub qui prenait des notes. Je ne savais pas du tout. Ils m'ont montré des pages un peu au fur et à mesure. Je trouvais que ça prenait une bonne tournure et surtout, ce qui les intéressait, au-delà des anecdotes et tout, qui sont nombreuses évidemment, ce qui les intéressait, c'était de suivre la préparation du film de Maigret. Et on voit d'ailleurs comment vous devez faire des économies, les décors, ça, c'est choisir les chaussures, ça va faire moins cher. Non, mais préparer un film, c'est un Rubik's Cube, c'est-à-dire qu'il faut avoir c'est bien, on découvre tout ça. C'est drôle parce qu'il y a un type assez proche, mais qui n'est pas du tout du monde du cinéma, qui lisait la bande dessinée et qui m'a dit dis donc, mais c'est compliqué de faire un film. Il est tombé des nues. C'est comme s'il découvrait que c'était vraiment un film. C'est une usine à gaz, je sais pas, mais enfin, c'est très compliqué. Il m'a dit, j'aurais jamais pu faire ton métier. Et lui, il fait autre chose, et un métier que j'aurais jamais pu faire non plus. Oui. Expert comptable, donc. Voilà. Ah bah oui, expert comptable. Mais c'est bien. Genre, ça peut faire un bon sujet de film de Patrice Lecomte, ça, la vie d'un expert comptable. Mais non, pas vraiment. Hein. Mais vraiment, comment vous avez un jour vu une pièce qui s'appelait quoi, Coquillage et crustacés. Amour, coquillage et crustacés. Amour, coquillage et crustacés, et vous avez dit peut-être on pourra en faire une adaptation au cinéma. Ça s'est passé. Pas tout à fait de cette manière. C'était l'époque, en 78, l'éclosion de tous les cafés-théâtres. Même avant, c'est comme ça que j'avais connu Coluche, c'est comme ça que j'avais connu les gens du Splendide, au Splendide, et j'allais voir tous leurs spectacles. Et il y avait une pièce qui était bidonnante, qui était Amour, coquillage et crustacés. Mais c'est pas moi qui ai eu l'idée d'en faire un film. C'est un producteur, Yves Rousserrois, qui est l'oncle de Christian Clavier, et qui a dit, faut faire un film avec ça. Oui. Et là, de la même manière que Coluche a tenu sa parole, sa promesse en disant « je vais faire le film, mais avec Patrice », les gens du Splendide, avec qui je m'entendais vachement bien, et qui, eux, avaient eu le bon goût d'aimer ce premier film, les WC étaient fermés à l'intérieur, ils ont dit « non, mais d'accord, on va faire un film qui s'est donc appelé Les Bronzés, mais on veut le faire avec Patrice parce qu'on est ensemble, on rit des mêmes choses », et ils m'ont imposé. Et sans eux, est-ce qu'on serait là en train de te raconter des trucs? C'est sûr. Mais en même temps, quand même, vous avez tourné ça en combien de temps, le premier Bronzé? Ça a dû tourner en 6 semaines. 6 semaines, je pense. Vous ne pensiez pas du tout que 40 ans après, ça parce que c'est culte. Oui, mais moi, c'est pas que j'ai que des doutes, parce que si on a que des doutes, on n'avance plus. Donc j'ai quand même quelques certitudes, mais on ne pouvait pas se douter, en faisant Les Bronzés, qu'on était en train de faire un film inusable, quoi. Puisque il y a des gamins aujourd'hui qui connaissent les dialogues par cœur, et dont les parents s'étaient même pas encore rencontrés quand on a tourné le film. Donc c'est ça qui est un tout petit peu, non pas triste, mais c'est forcément un peu dommage. Les Bronzés sont connus, archi connus. C'est passé, je crois, le 1 et le ski sont passés chacun 15 fois à la télévision. Et donc il y a des tas de gens, des enfants, des adultes, des moyens adultes, il y a des tas de gens qui connaissent et qui aiment les Bronzés, mais qui ne l'ont vu que à la télé. Et c'est quand même moins bien que d'être dans une salle qui se gondole, quoi, parce qu'une salle qui est pleine... Et ça, vous l'aviez vu dès la première fois, quand le film a été projeté, au début, vous avez senti qu'il se passait quelque chose? J'ai senti que ça plaisait, on a senti que ça plaisait, que ça plairait à ce point-là, on ne pouvait pas le prévoir, bien sûr que non. Et d'autant plus que les Bronzés et les Bronzés font du ski ont fait des bonnes entrées à l'époque, mais pas des entrées mirobolantes. C'est pas comme le Bronzé 3, Amis pour la vie, qui a fait des entrées mirobolantes, mais les Bronzés 1 et les Bronzés 2, c'était des bons succès. Voilà, mais pas plus que ça, quoi. Ouais, et avec des comédiens absolument... Alors, incroyable, Michel Blanc, vous allez le retrouver dans Monsieur Hir, vous allez lui faire tourner quelque chose de tout à fait différent. Comme ça, mais moi j'aime bien. Ouais, mais j'aime bien faire des choses différentes. Mais c'est un peu égoïste en fait. C'est parce que j'ai tellement la trouille de m'ennuyer. Je m'ennuie jamais, hein. Mais j'ai tellement la trouille de m'ennuyer que je ne veux pas tomber dans aucun ronron. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de pire que d'aborder un truc, un film par exemple, puisqu'on parle de cinéma, d'aborder un film en disant ça, pas de problème, je sais faire. C'est comme ça qu'on se prend les pieds dans le tapis et qu'on se pète la figure. En revanche, si vous plongez dans un projet différent, vous n'êtes pas sûr de savoir, vous êtes sur vos gardes,
C'est très motivant. Je vais peut-être vous ahurir, mais j'adore faire des choses que je ne suis pas censé savoir faire. Oui, c'est fait pour ça. Ben oui. Ouais. Donc, par exemple, L'homme du train. Ah, vous allez chercher Johnny Hallyday. Alors, même chose, Oui. il y a plein de moments de ma vie, de création, de cinéaste et tout ça, il y a plein de choses que j'ai faites parce qu'on me les a suggérées. C'est pas venu de moi. Vous avez dit Johnny Non, et c'est Johnny qui est venu me trouver. Ah oui. C'était j'ai souvent raconté ça, mais c'est une histoire très simple, très courte, rassurez-vous. C'était cérémonie des Césars, il avait dû remettre un César d'honneur à Godard, et moi j'avais remis un César à je sais plus qui. On se retrouve backstage, comme on dit en français, et je vois Johnny Hallyday, que j'avais jamais rencontré de ma vie, mais que j'aimais beaucoup, a priori. Enfin, j'écoutais bon. Et il vient vers moi, il me tend la main, et il se présente. Johnny Hallyday, je dis, bah, oui, il me semble que j'avais reconnu. Je ne l'ai pas dit. Et il me parle de mes films, il était très cinéphile, il avait une salle de production chez lui, à Marne-la-Coquette, un truc de dingue. Enfin, oui. très magnifique. Il parle de quel film, tiens, il dit quoi? Qu'est-ce qu'il avait aimé chez vous, vos films? Alors, il avait tout vu, mais il n'avait pas vu que Les Bronzés et tout ça. Il avait vu plein de films, il me parlait de Monsieur Huir, il me parlait de Ridicule, de tout. Enfin, il connaissait mes films. Et il termine la conversation en me mettant la main sur l'épaule, en me regardant et en me disant cette phrase magnifique. Il me dit « Un jour, j'aimerais être filmé par toi ». Donc c'était pas prime sautier du genre tiens, ce serait bien qu'on fasse un film. C'était pas ça. C'est un jour j'aimerais être filmé par toi. Et c'est resté dans un coin de mon crâne. Et puis ça a mûri, ça a infusé, et puis ça a donné L'homme du train. Ouais, peut-être le plus beau film, je trouve moi pour Johnny. Alors comment vous faites pour réunir Delon et Belmondo ensemble? Une chance sur deux, avec Vanessa Paradis, que vous aviez fait tourner dans Une fille sur le pont. Non, alors, oui. La fille sur le pont, c'est le film qui a suivi Une chance sur deux. Donc Vanessa, notre première collaboration, avec Vanessa, ma première collaboration, c'était sur Une chance sur deux. Et là aussi, même chose, c'est même pas moi qui me suis réveillé un matin en disant je vais faire un film avec Delon et Belmondo. C'est Christian Fechner, qui est un producteur que j'adorais. Et dont il faut également parler à l'imparfait, c'est trop triste la vie, mais bon, il me fait venir dans son bureau et il me dit, Patrice, il faisait ça de temps en temps, il me dit, Patrice, voilà, je voudrais faire, 25 ans après Borsalino, je voudrais faire un film avec Delon et Belmondo et il n'y a qu'avec vous que je veux le faire. Et moi, je m'entends lui répondre, c'est parfait, on commence quand? Ben, bien sûr, parce que Delon et Belmondo, vous avez Pierrot le Fou et le Jaguar, et le Guépard, et le Guépard en même temps. Et je me souviens avoir dit à Fechner, il y a un truc qui serait pas mal, Delon, Belmondo, c'est parfait, mais ce serait bien d'ajouter un élément plus acidulé. Et je dis Vanessa. Et là, il me dit, Delon, Belmondo, Vanessa Paradis, il faut se mettre à écrire. On s'est mis à écrire et ça a donné, quelques temps plus tard, le film. Ouais. Et alors, comment c'était la complicité quand ils se sont retrouvés, là, les deux monstres, alors les journalistes ont écrit des tas de conneries, comme parfois, pas toujours, mais comme parfois, à propos de leur inimitié, de leur rivalité, sur Borsalino, t'es ma copine, t'es plus ma copine. Enfin, ça a été affreux. Peut-être que sur Borsalino, ça a été affreux. Mais là, en l'occurrence, j'ai vu deux types qui étaient... compères, complices, qui étaient heureux de se retrouver, qui ne se sont jamais vraiment quittés non plus. Et alors là où ils étaient très drôles tous les deux, avec leurs personnalités très différentes, hein, évidemment, là où ils étaient très drôles, c'est que l'un et l'autre, l'un comme l'autre, voulaient se montrer sous son plus beau jour face à Vanessa. C'est-à-dire qu'il fallait... être le père le plus idéal. Et alors je dis pas que c'était des pans qui faisaient la roue, parce que ce serait odieux de dire ça, mais il l'a charmé, chacun à sa manière. C'était très marrant à voir. Ouais, quel souvenir. Il y a dans ce livre, dans cette BD, votre passage aux Oscars avec Ridicule. Et où d'ailleurs votre accompagnatrice se barre quand elle s'aperçoit que vous n'avez pas l'Oscar. Ah oui, mais pour vous. C'était aux Oscars, au César. Au César, on était plus heureux, mieux récompensés pour ce même film, mais aux Oscars, puisque le film représentait la France comme meilleur film étranger, j'étais accompagné d'une espèce de coach qui s'appelait Dolores Garcia, je crois, peu importe, qui me présentait ici, là, on allait dans des brunchs. Enfin, il a été... Mais vraiment, elle était comme la soigneuse avec le boxeur au moment avant la reprise, à me masser les épaules virtuellement, en me disant « T'es le meilleur, ton film est formidable, tu vas gagner, etc. » Et j'avais préparé un petit compliment absolument formidable que j'aurais pu débiter avec le cœur qui battait, un charmant accent français. Et elle était assise à côté de moi.
Dolores Garcia. Puis à ma droite, il y avait ma femme. Et on n'était même pas en bout de rang. Mais les Américains, ils aiment bien les gagnants. Et quand vous n'avez pas l'Oscar, parce que l'enveloppe s'est ouverte, et c'était pas Ridicule qui était désigné. Alors je me tourne vers ma femme qui me dit « c'est pas grave, on était là, on s'en fout, enfin, la vie est belle », et c'est vrai que la vie est belle dans ces moments-là. Et puis je me retourne à gauche vers Dolores Garcia, mon coach, ma masseuse, et ben elle n'était plus là, le siège était vide. Je sais pas comment elle a fait, parce que les discussions avec ma femme n'ont pas duré longtemps pour... Ben, alors, il a fallu qu'elle dérange du monde, pas nous. Donc l'autre côté de la rangée, ou qu'elle passe en dessous, j'ai regardé partout, elle n'était plus là. Et je n'ai plus jamais eu de nouvelles. Je lui ai écrit, j'avais son email. Chère Dolores, évidemment, c'est un peu dommage qu'on ne gagne pas, tatati, tatata, merci de vous être occupé de moi, qu'est-ce que vous devenez, j'aurais voulu vous embrasser à la fin de la cérémonie, mais vous étiez parti. Silence radio. Bon, c'est drôle dans je la retiens, celle-là. On vous voit dans des festivals où il y a trois personnes dans le public ou pas. On vous voit en train de cogiter sur des films qui ne se feront jamais, des comédiens que vous voudriez qui ne tourneront jamais. Vous changez 10 fois de... Alors... Il est vrai qu'on parlait de Ridicule, qui est absolument génial. Dans votre filmographie, il y a des films comme ça qui sortent. Et bon, évidemment, Le mari de la coiffeuse. Et c'est raconté aussi dans cette BD comment vous faites jouer à Rochefort un rôle, à un moment un peu sensuel. C'est pas facile, d'ailleurs. Ben, c'est pas facile. Enfin, c'est facile quand les acteurs sont eux-mêmes sensuels. Mais Jean Rochefort, c'est un homme de cheval. C'est-à-dire qu'un homme de cheval, ça prend l'encolure, c'est pas violent, mais c'est rugueux. Et il avait très peur, Jean, dans ce film, de devenir un peu sentimental. Il disait, mais c'est un peu guimauve, là, non, tu crois pas, Patrice? Non, fais-moi confiance, Jean, etc. Il était inquiet de devenir, non pas de la guimauve, mais de devenir sentimental. Alors moi, je suis président du club des sentimentaux. Donc je comprenais pas ce qu'il me disait. Je lui disais, mais viens dans le club, tu vas voir, c'est parfait d'être sentimental. Mais ceci, encore une fois, il n'y a que le résultat qui compte. Et même si j'ai eu au début du tournage un petit peu de mal à pousser Jean dans ce registre-là, le tout, c'est d'y arriver. Oui. Mais vous lui faites peut-être jouer, je trouve, le plus beau rôle de sa carrière dans Tandem, qui est absolument un rôle incroyable de Rochefort aux côtés de Junio, inoubliable. Alors, peu de temps avant, quelques temps avant qu'il ne disparaisse, hélas, je ne sais pas s'il sentait sa fin venir, Jean, mais il m'avait dit, tu sais, j'oublierai jamais, parce que Tandem est un des 3 plus beaux films que j'ai fait dans ma vie, et il en a fait un paquet. Et sur le coup, parce que je trouvais ça déplacé, mais je lui ai pas demandé c'est quoi les 2 autres, quels sont mes 2 concurrents, enfin pas. Oui. Mais j'étais de toute façon extrêmement touché que Tandem soit aussi important pour lui. C'était le film de nos retrouvailles. Après c'était X années plus tard. C'est le premier film que je refaisais avec Jean après la mauvaise entente sur le premier film, Les WC. Et le tournage a été comme une espèce de rêve. Enfin, tout venait bien. Vous savez, les peintres, quand ils sont sur le motif, on leur dit ça va, ils disent oui, ça vient bien. Et j'adore cette expression parce que ça veut dire que c'est comme vous y pensiez, quoi. Vous travaillez pas en force, quoi. Ça vient bien. Il n'y a pas de meilleure expression. Et le film venait bien. Et quand on me demande, quand on me pose cette question à laquelle j'ai toujours beaucoup de mal à répondre, quel est votre film préféré parmi ceux que vous avez fait vous-même, évidemment, j'ai envie de répondre souvent Tandem, parce que j'adore ce film. Mais quand je dis non, c'est Tandem, je dis c'est quand même dommage, parce que La fille sur le pont, c'est pas mal. Ah, mais Ridicule, c'est pas mauvais. Enfin bon, donc je sais pas répondre. Mais Tandem, c'est pas mal. Ouais, c'est même mieux que pas mal. Bon, c'est vraiment absolument génial. Il y a un autre film qui est culte, et qui n'avait pas tellement marché, c'est Les Grands Ducs. Mais quand même, trio de comédiens qui sont tous disparus aujourd'hui, mais qui sont absolument en folie. Vous les poussez jusqu'au bout, les Noiret, les Marielle. Alors je vais vous dire, il n'y a pas besoin de les pousser beaucoup, parce qu'ils ne demandent que ça. C'est des grands fêlés quand même. Enfin, c'était des grands, fêlés. Ils avaient une folie en eux qui ne demandait qu'à s'exprimer. Mais même Noiret, qui était le plus assis, bourgeois, baron du cinéma français, etc., même lui
était prêt à toutes les extravagances. Alors, quant à Rochefort et Marielle, n'en parlons pas, mais c'est des fiévreux, quoi. Enfin, fiévreux. C'est amical, hein. Quand je dis c'est des fêlés, c'est un compliment, parce qu'il y a tellement de gens pas fêlés du tout à notre époque, oui, vraiment pas fêlés, que d'avoir ces fêlures-là, c'est très bien. Ouais. Ce qui est génial, c'est qu'au fond, ils jouent leur propre vie dans ce film. Bah, c'est un film. C'est là la volonté de jouer envers et contre tout, d'être comédien dans cette société où c'est pas possible. Ils se battent. Les comédiens, ils ont de la chance parce que leur métier, c'est de jouer. Or, c'est un verbe épatant. C'est-à-dire, quand on était enfant, on adorait jouer avec des petites voitures, des trains électriques. Mais eux, adultes, ils jouent. Pas plus avec des petites voitures, mais ils jouent. Un acteur est payé pour jouer. Mais quand on y pense, c'est vertigineux. J'ai fait, il y a pas très récemment, c'est pas encore sorti, un film avec Gérard Depardieu. C'est la première fois qu'on travaillait ensemble. Et lui, il adore jouer. Ouais. Quand je c'est un Stradivarius, c'est que vous avez un... C'est au-delà du Stradivarius. Un instrument, là. C'est le talent. Le talent de cet homme-là est tellement aveuglant que quand on le filme, parce que je suis cadreur sur mes films, je filmais, mais sans blague. Il m'est arrivé plusieurs fois d'avoir les larmes aux yeux. Pas parce qu'il jouait un truc triste ou émouvant, simplement parce que je regardais cet homme-là jouer comme ça et c'est inouï le talent. Et il aime ça, jouer. C'est pour ça qu'il est aussi actif, qu'il fait plein de trucs, etc. Parfois, pendant le tournage, je l'appelais le week-end, le dimanche. « Allô Gérard, comment tu vas? Qu'est-ce que tu fais ?» Il dit « Qu'est-ce que je fais? » Je me fais chier. « Mais pourquoi tu te fais chier? » Parce qu'on tourne pas. Donc, vivement demain matin, Patrice. Et donc, quand il joue pas, il se fait chier. Ouais. Je pense pas qu'il s'ennuie comme ça. Non, mais comment on n'a pas pensé à prendre Depardieu pour faire Maigret avant? Je suis le premier à avoir eu l'idée. Oui, mais je suis ravi que personne ait eu cette envie ou cette idée avant moi, parce qu'au moins, comme ça, j'ai pu le faire. Mais c'est vrai que quand on voit le film, vous verrez peut-être le film, mais c'est une évidence. On se dit, mais comment on n'y a pas pensé plus tôt? Moi, ce qui me passionne, c'est votre enthousiasme juvénile, Patrice Lecomte. Parce qu'on parle de votre vie, comme au premier jour, d'être comme quelqu'un qui va sortir ses bobines comme ça, qui dit « je vais faire un film que j'ai jamais fait avant ». Oui, mais je suis... Oui, vous me flattez en disant ça. Enfin, j'ai eu 74 ans la semaine dernière, donc ce serait terrible d'être un vieux jeune, quoi. Oui, non, mais quand même. Non, mais quand je dis ça, c'est vrai, vous avez l'impression qu'à chaque fois, vous allez... C'est le même enthousiasme. Mais attendez, mais l'enthousiasme, ça n'a pas de prix. Il y a tellement de... Moi, je me force pas, mais j'ai une chance inouïe. Je fais un métier formidable, je tourne des films, j'invente des histoires, j'écris des romans, je viens à des émissions. Si je dois être là, blasé, ouais, bon... D'accord, ouais, les Grands-Ducs, d'accord, bon. Mais vous allez vous ennuyer, moi aussi, et c'est pas notre nature. Donc il faut se rendre compte, quand on a de la chance de faire un truc formidable, des films, des trucs, il faut se rendre compte, je suis un privilégié, moi. Il y a combien de personnes sur Terre qui se lèvent le matin en disant « je fais le métier dont j'ai toujours rêvé et ce métier me rend heureux ». On est combien? Un peu plus de 12, mais pas beaucoup plus. Et moi, je fais partie de ces 12-là. Oui. Juste pour finir, il y a une scène tellement parmi d'autres dans Tandem que je trouve absolument incroyable, c'est quand Rochefort se retrouve le soir dans un dîner chez les notables après avoir fait sa tournée du jeu des 1000 francs et qu'on lui fait subir le supplice de la question et il passe de l'autre côté. Ouais, c'est affreux. Vous dites au fond, vous pouvez passer de l'autre côté. Oui, toujours comme ça, la bascule. La bascule humaine, au fond. C'est la nature humaine qui vous fascine. Oui, bien sûr, la nature humaine me fascine. Les autres, le respect d'autrui, l'attention à autrui, c'est essentiel. Mais il faut aussi être lucide dans ce métier, comme dans tous les métiers. C'est-à-dire que rien n'est acquis définitivement. Moi, je ne détiens aucune vérité. Les gens qui détiennent la vérité m'ennuient à un point que vous n'imaginez pas. Enfin, ceux qui prétendent détenir la vérité, ceux qui savent. Et moi, je me débrouille, je tâtonne, j'hésite, je fais de mon mieux, avec passion toujours, mais j'ai pas beaucoup de mérite. Merci. Patrice Lecomte, romancier, c'est Monsieur Bouboule. Et je vous le conseille, vous allez l'aimer, Monsieur Bouboule, et vous ne l'oublierez pas. Et puis voilà la BD qui suit Lecomte quand il fait son cinéma. C'est absolument génial. Et c'est publié chez Air Libre. Merci beaucoup. Merci à vous, merci infiniment.